On m'a demandé pour la première fois en 2009, en pleine crise financière, d'exprimer publiquement mes vues, au nom de Dalpé Millette, sur l'économie et les marchés financiers. Ce rendez-vous est devenu annuel. L'an dernier, je tentais de poser le défi majeur que représentait pour la plupart des pays industrialisés le contrôle des dépenses de l'État dans un contexte de vieillissement de la population. Ma présentation de 2011 est disponible sur notre site Internet dalpemillette.com. Les habitués de cette allocution annuelle savent que j'essaie à chaque année de dépasser le cadre de la lecture des événements du jour et d'apporter un éclairage à une perspective plus longue et pas nécessairement celle qui intéresse le day trader. C'est ce qu'on tentera de faire aujourd'hui. Merci de votre présence en si grand nombre ce midi. Certains d'entre vous se demanderont à quoi sert de se préoccuper du long terme, puisque 2012 sera la fin du monde, selon les érudits mayas. J'ai passé pas mal de temps à étudier le Code Maya dernièrement, il y a beaucoup de temps à perdre, qui, selon plusieurs, prévoit la fin du monde le 21 décembre de cette année. Après mûre réflexion, j'en suis venu à cette trouvaille incroyable. Les Mayas qui créèrent le Code n'étaient pas des astronomes ou des astrologues. Non, ils faisaient partie d'un clan de prévisionnistes suspects appelés les économistes. Lorsque vous lisez le Code avec ce nouvel éclairage, il devient clair que ceux-ci n'envisageaient pas la fin du monde, seulement celle de l'Europe. Un symbole indique clairement le drapeau grec en berne jusqu'au sol, et celui du Portugal plutôt mal amoché, sans parler de ceux de l'Espagne, de l'Italie et même de la France. Je considère même mener une enquête sur la généalogie des personnes œuvrant dans les agences de cotation pour vérifier si certains n'auraient pas des descendants d'Amérique centrale. Lorsqu'on tente de se faire une tête sur l'évolution des marchés des prochaines années, on est frappé par l'incroyable quantité d'incertitudes dans le monde économique et financier. 3 ans et demi se sont écoulés depuis la crise financière de 2008, mais pour plusieurs investisseurs, la tempête semble à peine avoir diminué. Après tout, nous avons été témoins d'un record en stimuli fiscal des États-Unis, mais aussi d'Europe, du Japon et de la Chine. Il y a aussi eu des accommodements monétaires sans précédent, la baisse des taux d'intérêt à près de 0 %, des mesures dites de quantitative easing qui ont alourdi le bilan des banques centrales du monde à la hauteur de 4,5 trillions de dollars. Mais malgré ça, la croissance globale n'est pas sur une tendance ferme ou soutenable. Au contraire, les préoccupations d'un retour en récession et d'erreurs de politique économique abondent. Pas surprenant que plusieurs investisseurs sont demeurés atterrés depuis 2008 et sont restés à plat ventre dans un effort de ne pas se faire prendre par le vent. La volatilité des marchés boursiers a atteint un niveau historique au cours des 4 dernières années. De 2003 à 2007, sur un potentiel de 1000 séances quotidiennes, l'indice boursier américain Standard & Poor's 500 a connu seulement 6 journées où la variation de l'indice a excédé 2 % à la hausse ou à la baisse. Par contre, 4 ans plus tard, de 2007 à 2011, ce phénomène s'est produit 166 jours de bourse ou 16 % du temps. Ainsi, presque une journée par semaine en moyenne depuis 4 ans, le marché est plus volatile qu'il ne l'a jamais été. On peut comprendre que les investisseurs se sentent inconfortables avec le contexte actuel et certains ont peur d'ouvrir leur relevé de compte à la fin du mois. Le pessimisme est omniprésent dans le monde occidental aujourd'hui. Que cette anxiété résulte de l'incapacité des politiciens de Washington de financer l'État nourrice ou de l'intraitable crise européenne, il demeure qu'un sentiment grandissant de détresse s'installe sur les 2 côtés de l'Atlantique. Les politiciens se confondent eux-mêmes en paroles vides qui renforcent la citation célèbre de Sir Humphrey Appleby qui disait « La première règle en politique est de ne jamais rien croire avant que ce n'ait été officiellement démenti. » Mais qu'en est-il dans les faits? N'y a-t-il eu aucun progrès dans les causes de la crise financière de 2008? Y a-t-il une lumière au bout du tunnel? Doit-on se résigner à des taux d'intérêt à 2 %
et un marché boursier qui fait du surplace ad vitam aeternam. C'est donc ce que j'aimerais vous entretenir dans les prochaines minutes. Les déficits gouvernementaux et l'endettement de la plupart des pays développés seront les enjeux économiques dominants de notre époque, disions-nous l'an dernier. Le ratio de dette totale versus PNB des 18 principaux pays de l'OCDE est passé de 160 % à 330 % depuis 30 ans, soit plus du double. En ajustant pour l'inflation et en y allant composante par composante, ça veut dire que la dette des entreprises non financières a été multipliée par 4, celle des gouvernements par plus de 5 et celle des ménages par 7 en 30 ans. Et ces données ne reflètent même pas les coûts cachés, mais à venir et réels du vieillissement de la population en Occident. Si l'on combine le tout avec un système financier qui a atteint un seuil d'endettement record, il est clair que le boom du crédit des derniers 30 ans est terminé. L'endettement, lorsqu'utilisé avec modération, améliore le bien-être. Mais lorsqu'utilisé imprudemment ou en excès, le résultat peut être désastreux. Pour un individu, un ménage ou une entreprise, l'abus d'emprunt mène à la faillite et à la ruine financière. Pour un pays, il empêche le gouvernement de livrer les services essentiels à ses citoyens. L'histoire nous démontre que l'endettement crée des vulnérabilités. Lorsque les ratios d'emprunt atteignent un certain niveau, les crises financières deviennent plus fréquentes et plus sévères. Ceci suggère fortement qu'il existe un seuil critique d'endettement. Des études récentes démontrent qu'environ 90 %, ce seuil est atteint à environ 90 % de dette par rapport aux revenus, que ce soit pour les individus, les entreprises et les gouvernements. La plupart des pays d'Europe, le Japon et les États-Unis ont atteint ou excèdent ce seuil critique. La réduction d'endettement représente un sévère test pour les économies avancées. Le défi est d'autant plus grand, comme nous le disions, que le profil démographique est défavorable. Le vieillissement de la population et la hausse du ratio de dépendance ont le potentiel de réduire la croissance, rendant encore plus difficile d'échapper au cercle vicieux imminent. Parlons maintenant de l'Europe continentale. Avant que l'euro ne soit créé, Robert Mundell a écrit sur ce qui rendait une région à devise unique efficace. Ses efforts lui ont d'ailleurs valu un prix Nobel. Il a écrit que ce qui rendait optimale une région à devise unique était 1. La mobilité du capital et de la main-d'œuvre. L'argent et les gens doivent vouloir et être capables de bouger d'une région à l'autre. Deuxièmement, la flexibilité des salaires et des prix. Les prix doivent être capables de bouger à la hausse, mais aussi à la baisse. Troisièmement, des cycles économiques similaires. Les pays doivent connaître en même temps les expansions et les récessions. On appelle cela la symétrie des chocs économiques. Et finalement, quatrièmement, des transferts fiscaux doivent permettre d'absorber les chocs d'une région à l'autre. Le gouvernement central doit pouvoir intervenir et transférer de l'argent d'une région à l'autre au besoin. L'Europe ne dispose d'aucune de ces caractéristiques. Ceci veut dire que l'Europe ne constitue pas du tout une bonne région à devise unique. Par contre, les États-Unis, eux, constituent une bonne région à devise unique. La différence énorme dans les salaires et la productivité entre les pays du cœur de l'Europe et ceux de la périphérie font en sorte que le taux de change effectif, qui est le taux théorique si les devises des pays existaient encore comme avant, est très important. Par exemple, la Commission européenne estime à 35 % l'écart entre les devises allemandes et espagnoles si elles existaient. Auparavant, de tels écarts seraient balancés dans le marché des changes par des dévaluations. Maintenant qu'il n'existe plus une devise commune pour tous, donc plus de Deutschmark ou de peseta espagnol, tout le fardeau des ajustements doit être porté par les salaires et les prix. Par contre, les salaires et les prix dans les pays périphériques d'Europe sont très inflexibles à la baisse en raison, entre autres, des accords dans le secteur public. La création de l'euro reposait sur l'éventuelle convergence et la synchronisation des économies des pays membres. Dans les années qui ont suivi les débuts de l'euro, les pays qui, avant, devaient payer des primes importantes, soit en taux d'intérêt plus élevés
ou soit en devises plus faibles, soudainement voyaient leur coût d'emprunt rabaisser près du niveau des pays plus responsables économiquement, comme l'Allemagne. Cette baisse majeure dans le coût, mais aussi dans l'accessibilité plus grande au marché, a permis à ceux-ci d'emprunter comme jamais. Les excès qui normalement auraient été punis par les marchés ne l'étaient maintenant plus grâce au couvert de l'euro. Ceci a entre autres énergisé à excès les secteurs immobiliers en Espagne, au Portugal et en Irlande. Mais qui plus est, les banques locales et étrangères étaient encouragées à prêter à ces pays qui, du jour au lendemain, revêtaient des allures de pays aussi solides que l'Allemagne. Ceci a fait en sorte que le problème de dette souveraine en Europe est rapidement devenu également un problème bancaire majeur. Puisque la dette des pays souverains était perçue comme sans risque, les banques se sont mises à emprunter elles-mêmes massivement pour financer ces prêts. Le déclencheur de ce qui risque de faire passer cette crise au stade de l'ajustement économique majeur à celui de l'éclatement de l'euro reste, à mon avis, la transformation du marché de la dette souveraine en Europe. Nous sommes passés en quelques trimestres d'un régime où la dette souveraine européenne était vue comme sacro-sainte, c'est-à-dire sans risque, à un où les investisseurs considèrent comme possible, voire probable, un ou des défauts souverains. Ceci a rehaussé considérablement le coût d'emprunt des pays plus vulnérables à un moment où leur économie était sous pression. C'est alors qu'entre en jeu la spirale néfaste, mais bien connue, qui se produit lorsque les emprunts coûtent plus cher que la croissance de l'économie qu'ils financent. La dette en proportion de la taille de l'économie ne fait alors qu'augmenter. Les mécanismes de prudente gestion économique des pays membres de l'euro, qui pourtant étaient en place pour assurer la stabilité du tout, n'ont tout simplement pas été respectés. Les pays devaient s'astreindre à un déficit budgétaire n'excédant pas 3 % du PNB. Mais les cas de déficit de 5, 7 ou 10 % étaient fréquents. Pourquoi l'Allemagne a-t-elle laissé faire la Grèce et les autres pays dits PIGS? Tout simplement parce qu'une grande partie des investissements de ces pays provenaient d'Allemagne. L'Union européenne a été bâtie autour du deuxième plus grand exportateur au monde, l'Allemagne, qui envoie la moitié de ses exportations aux pays de la périphérie européenne. L'Allemagne dépend de ces pays. Le libre-échange européen a certes favorisé l'économie allemande et on comprend maintenant le laisser-faire des dernières années face à la gestion imprudente de ces pays partenaires. Et tous les efforts de Mme Merkel d'Allemagne, malgré l'impopularité de sa politique économique, à garder en vie un système déséquilibré, mais avantageux pour son pays. Si l'Union européenne s'effondre, en plus des pertes importantes de ses propres banques qui ont financé les pays en difficulté, c'est un marché majeur d'exportation que l'Allemagne perdra. L'histoire ne nous donne aucun cas d'union monétaire qui a survécu en l'absence d'union fiscale, c'est-à-dire sans une grande similitude dans les gestions économiques des pays. L'euro devait obliger cette synchronisation, mais de toute évidence, ce ne fut pas le cas. Le problème aujourd'hui, c'est qu'en essayant de sauver l'euro, on accentue, au lieu de diminuer, les écarts économiques entre les pays. Pour sauver l'euro et les banques, les 11 nations solides menées par l'Allemagne imposent des mesures sévères d'austérité aux 6 pays périphériques. Le résultat, un chômage qui explose et une économie qui au mieux stagne ou même décroît. En gros, un chômage de 25 % pour les jeunes et des gouvernements impopulaires qui s'effondreront année après année. Une diminution de la corrélation entre les gagnants et les perdants, les productifs et les improductifs. Les politiciens des pays gagnants sont impopulaires parce que leur population n'appuie pas l'aide aux pays perdants et les politiciens des pays perdants sont impopulaires parce que leurs politiques leur sont imposées par les gagnants et font trop mal.